Eh bien, bienvenue à Sadéquoire Formas. On est en compagnie de Tristan Ouimet Savard qui est du RQAK et qui vient nous parler de mobilisation sociale. Mais qu'est-ce que la mobilisation sociale et qu'est-ce que le RQAK? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, mon cher. Ça me fait plaisir. Merci mille fois. Bonjour, tout le monde. Justement, le RQAK, pour moi, ça veut dire quelque chose parce que je suis dans la poutine, si on veut, du communautaire. Mais pour monsieur et madame tout le monde qui nous regarde aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus flou. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus c'est quoi le RQAK? Ben, tout à fait. Le RQAK, de ce bel acronyme, le Réseau québécois de l'action communautaire autonome, c'est un regroupement de regroupements. Bon, on le sait, la planète communautaire autonome rassemble, ou du moins est constituée de 4000 organisations. Les groupes d'ACA, qu'on appelle Action communautaire autonome, ont cette particularité-là de s'organiser, de se concerter, de se mettre en réseau, de se parler, de travailler ensemble, de faire du collectif. Donc, les espaces de concertation sont multiples. Hein. Il y en a dans des quartiers, dans des régions, il y en a au provincial. Bon, ben, le RQAK, c'est un espace de concertation, un réseau de rencontres entre d'autres regroupements provinciaux. Donc, c'est comme, sans se donner d'importance, là, juste pour qu'on se comprenne, c'est le regroupement des regroupements. Donc, nos membres, il y en a 64, sont tous des fédérations ou des regroupements d'organismes d'action communautaire. Donc, à travers nos membres, c'est assez vaste. Hein? Il y a tout plein de secteurs, que ce soit les groupes de femmes, les groupes en santé services sociaux, les groupes en santé mentale, en éducation, immigration, famille. Donc, c'est un peu l'espace de concertation provinciale. Là, voilà, donc grosso modo, c'est un peu ça. Notre histoire est assez récente. Là, on fête cette semaine, là, dans le cadre de la semaine de l'action communautaire autonome, les 25 ans du RQAK. Donc, ouais, bravo. Ah ben, des bonnes fêtes. C'est pas ce qu'on dit dans ces circonstances-là. Ouais, non. Fait que c'est ça. En fait, la naissance du RQAK est assez liée à un moment névralgique de l'histoire de l'action communautaire, à savoir la fameuse politique de reconnaissance de l'action communautaire, la politique de 2001 qu'on appelle souvent, la politique qui reconnaît ce que sont les groupes d'action communautaire, les groupes d'action communautaire autonomes et les groupes qui sont plus spécialisés en défense collective des droits. Donc, la RQAK a été créée, ça c'est vous autres, nous autres, les plus crinqués. Donc, la RQAK, en fait, avant, ça s'appelait le comité aviseur. Donc, c'était comme un espace de concertation entre tous les secteurs que je nommais, tu sais, éducation, famille, immigration, santé, services sociaux et autres, pour négocier avec le gouvernement cette politique-là. Il n'y a pas une virgule qui n'a pas été revue dans tout le processus qui a mené à l'adoption de cette politique de 2001-là. Ça a pris une dizaine d'années de mobilisation du milieu pour parvenir à cette politique-là. Puis la RQAK a été créée dans ces sillons-là, un peu comme les garants de cette politique-là. Une de nos missions, c'est de s'assurer qu'elle est appliquée partout et qu'elle ne prenne pas la poussière. OK. Un mini peu l'historique, mais quand même, il y a, comment je dirais, la mobilisation, ce mouvement-là de mobilisation, ça a une histoire, ça a, on peut remonter quand même assez loin, à peu près, là, à vue de pied, mettons. Là. Entre toi et moi, là. Ça remonte à quand? Là, on parle de ces années-là, mais la mobilisation populaire, ça remonte à avant ça. Tu sais, complètement. Dépendamment de la Révolution française, si on veut. Ben, c'est ça, hein, c'est pas mal une constante
de l'histoire des sociétés humaines, je dirais. Hein? Dès qu'il y a des rapports de pouvoir, il y a de la résistance. Dès qu'il y a du conflit, il y a du politique. Dès qu'il y a du politique, il y a des gens qui s'organisent. Dès qu'il y a des prises de décision, il y a de la délibération. Donc, évidemment, là, faire l'histoire de la mobilisation sociale et populaire, c'est pratiquement infini, dépendamment des paramètres qu'on se donne pour définir c'est quoi. Mais tu sais, grosso modo, on n'est pas historien, mais je pense qu'on est capable de se dire que c'est une des spécificités des sociétés humaines, des animaux sociaux que sont les humains, que le politique est partout. Et qui dit politique, comme je disais, dit du pouvoir, du conflit, de l'oppression et nécessairement des gens qui se défendent, qui s'organisent, qui se mettent ensemble pour défendre leurs intérêts, que ce soit individuel, collectif ou autre. Donc, bon, c'est un peu abstrait comme façon de le mettre en mots, mais il faut se donner des paramètres pour en parler parce que sinon, ça peut remonter excessivement loin. C'est sûr que le communautaire comme force de mobilisation sociale, on le sait, ça date pas mal des années 60, les premiers groupes populaires qui n'étaient pas reconnus par l'État, pas financés. C'est vraiment des initiatives purement citoyennes de gens comme toi et moi, des personnes qui identifiaient des enjeux dans leur communauté puis qui se disaient, bon, ben on va se mettre ensemble pour trouver des solutions qui nous ressemblent. Tu sais, c'est pas plus bête que ça. En même temps, c'est fantastique. Puis un des défis qu'on a, c'est de conserver cet aspect purement super démocratique, tu sais, que ce soit à l'image du monde, que ce soit pas, comment dire, une bébite lointaine, que tu sais, les groupes d'action communautaire, c'est ça, hein? C'est créé à l'initiative des gens de la communauté, un mode d'autogestion, les gens s'organisent entre eux. Donc ça, c'est toute la beauté. Puis c'est un modèle unique au monde parce qu'on est les seuls au monde à être financés pour conserver cette autonomie-là. Et un des seuls États à financer sa critique. Les groupes en défense des droits, comme je disais, le MAS ont un financement de l'État pour critiquer l'État. Donc, c'est quand même magnifique, là. Oui, c'est comme se payer une belle-mère, dans le fond. On dit si on veut. Mais c'est assez formidable, justement, oui, de concevoir que notre gouvernement finance sa propre critique et encourage justement, et vivement d'ailleurs, la critique sociale et la mobilisation sociale. Justement, en parlant de mobilisation sociale, on peut remonter. Il y a eu un événement assez majeur dans l'histoire récente qui est les carrés rouges et tout le mouvement étudiant qui est quand même assez présent dans la mobilisation sociale, mais aussi dans la défense des droits sociaux, dont les droits des étudiants. Est-ce que tu dirais que ça l'a marqué le mouvement ou ça n'a pas eu d'impact du tout? Tout ce qui est mouvement étudiant. Dans l'histoire des luttes sociales, c'est sûr que les étudiants ont souvent eu, les étudiantes ont souvent été, bon, le mot est un peu galvaudé, là, mais un peu à l'avant-garde ou du moins à avoir une certaine radicalité, une certaine hargne à amener des luttes que d'autres, disons, secteurs de la société, que ce soit syndical et même communautaire, n'ont peut-être pas la même intensité. C'est sûr que, tu sais, 2012, j'y étais, on y était. Les gens qui nous écoutent, on est sans doute plusieurs à y avoir été. Il y a comme un petit aspect. En fait, d'ailleurs, la 10e année, bientôt, cette lutte-là. C'est sûr que c'était énorme, là. C'est la plus grosse mobilisation étudiante au Québec, la plus longue
disons, le plus long débrayage avec autant de gens, c'était immense. Mais plus largement, tu sais, quand on regarde, des fois, quand on s'intéresse à l'histoire des mouvements sociaux, on parle souvent de ce qui se passait en mai 68, tu sais, en France. Puis c'était quand même planétaire, des mouvements, disons, d'émancipation, beaucoup portés par les jeunes, qui étaient beaucoup au niveau étudiantes, que ce soit jeunes et moins jeunes, universitaires, collégiales ou autres. Les mouvements étudiants ont toujours été, disons, très actifs et très bien organisés. Donc, on pourra en parler, disons, en étant un peu romantique, mais il y a quelque chose d'inspirant là, à travers tout ça, c'est certain. Je veux dire, les universités, c'est le berceau des nouvelles idées, de la remise en question. On apprend parfois à être citoyen, citoyenne ou à s'impliquer en marge des canaux, disons, plus institués. Entre deux votes, il y a tellement de choses qu'on peut faire, les étudiants, puis les étudiantes nous rappellent que il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Là. On le voit beaucoup par exemple, dans les pays où est-ce qu'il y a de la dictature, c'est souvent les mouvements étudiants, dans les universités notamment, qui soulèvent et qui vont amener une certaine résistance à la dictature en place, tandis que peut-être qu'une certaine partie de la population va être plus encline à se laisser aller ou se laisser aller ou à être plus résiliente ou je ne sais pas quoi, mais face à cette dictature-là, tandis que les étudiants ont du temps et ont l'énergie pour réagir. Et c'est très sain. C'est une espèce de contre-pouvoir du peuple, finalement. Il y a clairement beaucoup de choses à apprendre des mobilisations étudiantes, des mouvements. Bon, c'est un peu cliché à dire, là, des mobilisations jeunesse. Là, c'est un peu mal dit, mais non, je suis d'accord avec toi. Je pourrais pas parler beaucoup des dynamiques dans des pays où il y a eu des situations dictatoriales. Je les connais pas vraiment, mais clairement, les mouvements étudiants sont excessivement inspirants, notamment dans la façon dont certaines franges plus radicales s'organisent. Des processus horizontaux, réduire au maximum, disons, les rapports de pouvoir dans la façon dont les militants, les militantes, les étudiants et étudiantes s'organisent. C'est super inspirant. Là. Moi, je me rappelle de 2012, là, il y avait des axes éminemment féministes très, très présents là, dans... c'était une lutte infra-mouvement. Aussi, il y a eu beaucoup de récits qui m'ont montré à quel point il y a une lutte dans la lutte. Hein? C'est pas parce qu'on se dit féministe que c'est le pays des licornes, là. C'est des tensions. Puis c'est là où, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre du conflit. Puis de comment les étudiants et étudiantes nous amènent à sortir du cadre un peu dans nos façons de percevoir, de s'organiser et autres. Puis aussi une certaine spontanéité que peut-être il n'y a pas dans certaines organisations qui sont plus instituées, disons, où les façons de faire peuvent être, disons, plus encadrées, puis qui peut permettre un peu moins de spontanéité dans différents modes d'action. Pas avoir peur d'utiliser un registre d'action un peu plus costaud, comme l'action directe, des actions un peu plus dérangeantes. Ce qui est intéressant, c'est de garder en tête la synthèse, comme, disons, qu'est-ce qui aboutit de tout ça, tout ce qui nous a amené à s'y rendre, à mon sens, vaut la peine. Il y a souvent des exemples qui sont mis de l'avant. Il n'y aurait pas eu toutes les avancées en termes des droits civiques des personnes afro-américaines aux États-Unis s'il n'y avait pas eu des franges plus radicales comme les Black Panthers et en même temps des liens avec des franges plus, disons, pacifistes. Regardons le résultat, puis disons-nous, oh, il y a eu tout ça qui a contribué. Donc, ça nous amène à prendre la perspective sur tout n'est pas... bref, c'est inspirant. Oui.
Ben, je reprends comme exemple un peu quelque chose d'un petit peu plus récent, qui est le mouvement Sans oui, c'est non, féministe, mais aussi amené au sujet du consentement sexuel auquel moi j'ai participé à l'université, qui était un mouvement, somme toute nouveau, mais qui était tout dans la lignée du hashtag MeToo. Où est-ce un vent de dénonciation, un vent de changement social, dans le fond, au niveau des habitudes puis des comportements majoritairement masculins, mais humains, disons-le, et qui était essentiellement porté par le mouvement étudiant au départ. C'est une des mobilisations plus récentes là, qui est très marquée par, comment dire, bon, je ne suis pas historien des mouvements sociaux, mais j'avais vraiment l'impression que dans le cas dont tu parles, il y avait vraiment comme une espèce de rapidité à laquelle la mobilisation il y a comme eu on a comme fast-forwardé, si vous me permettez la mauvaise expression, le rythme que peut prendre des fois les changements sociaux. Évidemment, il y a beaucoup à faire, mais on entend souvent des commentateurs et commentatrices dire il y a un avant, il y a un après. Oui. Puis en l'espace de quelques mois, qu'on en vienne à se dire il y a un avant, il y a un après, ça arrive pas souvent là, dans les dynamiques de changement social. Puis c'est quand même intéressant de réfléchir à qu'est-ce qui nous a amené là. Quelles planètes se sont alignées, sans le dire de façon un peu cliché, pour que à ce moment-là, wow, ça devienne exponentiel. Puis que, bon, on peut y réfléchir. Il y avait quand même les réseaux, c'était comme une des mobilisations où les réseaux sociaux avaient eu un effet excessivement bénéfique en termes de décloisonnement ou du moins de libération de la parole, un certain anonymat, ou aussi dans la reprise des témoignages, le fait qu'il y ait des personnes connues qui soient sur la sellette, ça permet de, je sais pas, je cherche le mot, pas démocratiser ou populariser la question, mais de voir, OK, wow, là, c'est pas... c'est majeur. Donc, c'est ça, c'est pas Ginette dans son salon qui nous en parle. C'était toutes sortes d'avenues qui se réunissaient soudainement et qui visaient un mouvement hyper fort et hyper réactif. Oui, exactement. Puis, tu sais, c'est ça qui n'est pas évident. Tu sais, souvent, on entend les changements sociaux, ça prend du temps, ça prend même parfois des générations avant qu'il y ait à maintenir la lutte. C'est soufflé. On peut à la fois être enthousiasmé par, disons, comme je disais, la rapidité avec laquelle ce genre de mobilisation-là ont été, comment dire, portées dans l'espace public, mais il faut faire attention de ne pas être pris dans un piège où sitôt arrivé, sitôt oublié ou sitôt ignoré, puis de ne pas tomber dans dans une espèce de rythme, je ne sais pas comment le dire, qui serait plus de l'ordre d'un rythme médiatique accéléré ou qui serait typique de nos fameux fils de discussion de réseaux sociaux, sitôt arrivé, sitôt ignoré. Donc, oui, il faut se réjouir de la rapidité à laquelle ça a contaminé un paquet pour le mieux. Mais en même temps, il faut être vigilant à quel point souvent on n'en parle plus. Puis c'est souvent ça que je constate moi-même, consommateur de réseaux sociaux. Je voyais souvent des espèces de prise de position qui disaient, surtout des personnes racisées ou autochtones des premiers peuples, qui disaient, bon là, il y a un drame dans l'actualité. Je vois tout le monde qui publie des trucs en solidarité avec les gens, les communautés, mais une semaine après, on voit plus rien. Ouais. Comme si c'est que des extrêmes en termes d'attention, puis ben là, je suis le mouvement, hein, tout le monde en parle, OK, j'y vais, mais après ça, je passe à un autre appel, tu sais, donc c'est là où, tu sais, c'est ça, bref, je réfléchis un peu à voix haute en me disant, faut se réjouir de la rapidité avec laquelle, dans le contexte actuel, certaines luttes sont popularisées, on en parle beaucoup, mais c'est inquiétant aussi de voir à quel point, au lendemain, ben,
comme si c'était rien passé ou presque. Donc, c'est là où les groupes communautaires puis les groupes militants qui ont une certaine, longévité dans à travers des organisations, tu sais, qui sont comme, qui existent sur de longues périodes, ça permet de maintenir le flambeau. Au-delà de si on en parle, mais non, il faut continuer après. Là. C'est là où les groupes communautaires sont les premiers à dire là, tout le monde en parle, mais hey, c'est pas nouveau. Là. OK? C'est parce qu'on y porte attention, mais ça fait longtemps là, que les gens en parlent. Faut pas l'oublier. On approche d'une date importante, on approche d'un événement important, en fait, lundi prochain, si je ne me trompe pas. Il y a quelque chose qui se passe. Je te laisse nous en parler. Oui, parlant de mobilisation du communautaire, il y a une campagne qui existe, là, Engagez-vous pour le communautaire, qui existe depuis 2016, qui est comme une espèce de grande coalition, si on veut, de tous les secteurs de l'action communautaire autonome qui revendiquent davantage de financement pour les groupes, le respect de l'autonomie des groupes, puis aussi la réalisation de la justice sociale. Dans le contexte actuel, là, octobre 2021, on est dans la dernière année du mandat actuel du gouvernement de la CAQ. Bref, il y a une conjoncture vraiment particulière qui nous amène à relancer la mobilisation. Et lundi prochain, 25 octobre, il va y avoir une grande journée là, d'interruption de service et d'appel à la fermeture des groupes. L'idée, c'est pas de cesser les activités essentielles et de pénaliser les gens. L'idée, c'est de dégager du temps pour entrer en lien avec nos députés, les élus, de se dégager du temps pour poser des actions, pour parler des besoins du communautaire, les besoins de la population. Notre mission de transformation sociale qui est souvent oubliée ou invisibilisée derrière les services directs à la population qui sont tout autant importants, mais qui ne sont qu'une partie de ce que le communautaire fait. Donc, lundi, il va y avoir des centaines de groupes qui vont interrompre leurs activités pour bouger, vous de même. Donc, c'est le coup de lancement de la mobilisation de cette année qui nous amène à la semaine du 20 février 2022 où on va un peu reprendre le même modus operandi d'interruption du service pour faire de la pression en vue du prochain budget qui est le budget provincial préélectoral où c'est un peu dans le cycle actuel, un peu une des dernières chances pour le milieu communautaire de faire des gains importants en matière de financement. Au lendemain des élections, il va peut-être avoir un nouveau gouvernement ou si c'est le même gouvernement, les ministres changent, tout est à repartir. Donc là, le momentum actuel est assez intéressant. Là, on le sent, là, ça bouge. Là. Il y a 14 actions dans 17 régions qui ont été annoncées, c'est pas rien. Donc, ça bouge. Là. Et ici, en Mauricie, et arrête-moi si je me trompe, puis ça se peut que je me trompe, parce que je me trompe souvent, on a quand même le ministre Boulay, qui est du travail et de la solidarité sociale. Ça vaut la peine de se déplacer, ça vaut la peine de bouger, puis de parler fort et de démontrer justement cette mobilisation-là, parce qu'il est dans notre cours. Il est là. Complètement. Le ministre Boulay est le ministre responsable de l'application de la politique de 2001 que je parlais. C'est une politique qui vise l'ensemble de l'appareil gouvernemental, mais lui, c'est le ministre qui est responsable de son application, disons. Donc, c'est lui qui pilote les travaux du prochain plan d'action en action communautaire. Ça fait 15 ans qu'on en demande un, ce fameux PAGAC, là, on utilise souvent cet acronyme-là. Grosso modo, une politique, c'est des grandes orientations, des principes, des volontés, des souhaits. On campe un peu
ce qu'on souhaite faire collectivement par rapport à un enjeu X, mais il n'y a pas vraiment de mesure, il n'y a pas d'action concrète. C'est quand c'est décliné dans un plan d'action où là, il peut y avoir du financement, des ressources, puis des engagements qui mènent à des actions. Donc, il n'y a pas eu de plan d'action de la politique de l'action communautaire en 15 ans. Puis là, on est à la veille dans que ce plan d'action-là soit déposé. C'est le ministre Boulet qui est responsable de ces travaux-là. On nous avait promis un plan d'action l'année passée dans le dernier budget. On a appris 48 heures avant le dépôt que ça n'aurait pas lieu. On nous avait promis du financement en lien avec ça. Donc, inutile de vous décrire la déception puis l'indignation qu'on a eue. De là, le thème de l'action de lundi, le 25 octobre, c'est coup de sifflet à la CAQ. On lui donne une pénalité parce qu'il n'a pas rempli ses promesses. Donc, promesse brisée, communautaire fermée. Donc, c'est un peu ça le slogan. Je cherche les données parce que j'ai eu justement un courriel de la gang de Mauricie Centre du Québec qui m'indiquait le nombre de gens. Donc, il y a 8 autobus qui vont amener du monde à Trois-Rivières devant les bureaux du ministre Boulet. 8 autobus qui partent de partout dans votre région. C'est pas rien. Il va y avoir pas loin de 370 personnes de différents groupes qui vont poser des actions en lien avec la campagne cette journée-là. Donc, juste pour votre région, c'est pas rien. Là. Donc, c'est une des régions où ça bouge le plus. Là. Donc, il va y avoir un vox pop, vous allez avoir une grande marche un peu funèbre, il va y avoir des clowns qui vont animer la foule. Bref, allez-y. J'espère que ce qu'on enregistre là va sortir avant le 25 pour donner le goût aux gens d'y aller. Et puis, on invite vraiment, on insiste vraiment, en tout cas, le Mas des Genoux insiste et invite formellement et officiellement tous nos membres et l'ensemble de la population et l'ensemble des groupes. J'ai le plaisir d'être aussi président de la CDC des Chenaux et j'invite l'ensemble de nos membres et organismes à se joindre à la marche, à se joindre à la lutte. S'il vous plaît, soyez des nôtres et soyez-y nombreux et bruyants, s'il vous plaît. Ben oui, puis si c'est pas le 25, je veux dire, c'est le coup d'envoi de la mobilisation de l'année qui va nous mener au budget 2022. Donc, c'est le premier coup. On va avoir des réactions à faire au mini-budget. Hein, on le sait, à l'automne, il y a toujours une mise à jour économique. On nous dit surveillez ça, on n'a pas trop d'espoir, mais on va avoir l'occasion de refaire du bruit au lendemain de la mise à jour du 22 novembre, si ma mémoire est bonne, mais on est dans un marathon là, qui va nous amener jusqu'au budget 2022. Donc, si les groupes n'ont pas les mandats, les ressources ou l'opportunité de se joindre le 25, il y a toujours moyen de prendre part à la mobilisation en cours là, en vue du prochain budget là, en avril-mai 2022. Oui, comme tu le disais si bien, dans le fond, c'est un marathon, c'est pas une course. Et les luttes sociales, c'est un peu à cette image-là, c'est constant. Et c'est pour ça que, exemple, le Mas des Genoux, ben, ça fait plus de 35 ans qu'on existe. On défend les mêmes droits depuis tout ce temps-là, dans le fond, à peu près. Ça change un peu, mais malgré tout, c'est les mêmes luttes sociales et l'ensemble des groupes, c'est ça, c'est un marathon, on continue de taper sur le même clou, puis il va finir par rentrer, on le sait. On espère. Ben oui, on le sait, hein, toutes les mobilisations autour de l'assurance-emploi, c'est pas évident, c'est porté de chaude lutte depuis longtemps. Ça devient même une évidence que c'est ça qu'il faut faire. Mais quand même, il faut maintenir le bout. Surtout en contexte de pandémie, en effet, on s'est rendu compte à quel point notre filet social était percé. Et lourdement percé d'ailleurs. En Europe, on voit qu'il y a une culture de la manifestation, de la sortie publique, de la contestation populaire, beaucoup plus forte qu'ici au Québec. J'ai l'impression qu'on est un peu plus frileux. En contrepartie,
exemple, ben c'est ça, de la France qu'on a vu le mouvement des Gilets jaunes sortir dans les rues, des milliers et des milliers de personnes, et même dégénérer parfois. Ce qu'on ne veut pas ici, on veut les bons côtés, on ne veut pas les mauvais côtés. Mais qu'est-ce qui, selon toi, explique cette différence-là entre nos deux pays francophones, malgré tout? Pourquoi on n'est pas autant mobilisés? Wow! C'est toute une question. Je ne sais pas vraiment. Il y a plus des hypothèses ou des pistes de réflexion. Je n'ai pas la réponse. Je pense que une des pistes, là, c'est comme tu l'as dit très bien, c'est lié à l'histoire de la France, disons, entre guillemets, là, berceau des droits humains. Toute la Révolution française qui est dans des moments névralgiques, qui a eu des incidences, puis dans des moments assez, comment dire, c'est ça, névralgiques de l'histoire mondiale de beaucoup de pays occidentaux. Donc, il y a comme un héritage qui est comme dans l'ADN culturel, peut-être des camarades français, mais en même temps, il ne faudrait pas trop, comment dire, rendre ça simpliste, pour dire, c'est l'éducation, c'est la culture. Je sais pas, en fait, j'ai envie de dire peut-être que la gratuité scolaire qui a en France peut aider à transmettre une certaine connaissance, une certaine culture où l'implication citoyenne a plus de place. C'est difficile à dire. Je vais sûrement y réfléchir le restant de la semaine. Ça fera un mémoire à quelque part. Il y en a sûrement plein. Il y a aussi le volet, quand même, la réalité urbaine. Si on regarde les luttes qui se passent ou les mobilisations qui se passent à Montréal, en contrepartie, Montréal, Québec, les grands centres, disons, Trois-Rivières ou limite. Moi, dans des chenaux, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan ou à Sainte-Anne-de-la-Pérade, les gens que je peux mobiliser sont assez limités. Donc, souvent, on est appelé à participer davantage que d'organiser des mobilisations. Et c'est peut-être là où, justement, avec le parallèle avec la différence avec l'Europe, est-ce que la différence de territoire et le grand territoire rural affecte, j'imagine, la mobilisation? Nécessairement, je ne pourrais pas témoigner par mon expérience parce que j'ai toujours, dans, disons, plus mes implications militantes et bénévoles ou dans ma vie professionnelle dans le communautaire, beaucoup été à Montréal. Mais c'est clair que pour prendre part à une manifestation, on le voit, là, je veux dire, il ne s'agit pas de prendre le métro là, pour aller à Trois-Rivières dans votre immense région. Ça prend des autobus, ça prend des ressources, il faut se déplacer. Le territoire est plus vaste. C'est sûr que ça peut être une contrainte à participer à des actions. Cela dit, comme tu disais, il y a tout un volet de solidarité qui peut être intéressant dans la mesure où les informations se passent. Pas besoin d'être instigateur ou d'organiser soi-même des actions pour être en appui à d'autres qui les portent. Puis ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime parfois quand on est des groupes locaux, qui sont directement en lien avec les personnes. On entend souvent, j'ai pas les ressources, je manque de temps pour vraiment investir toute notre mission de transformation sociale, de participation citoyenne. Puis on se met beaucoup de pression sur les épaules à se dire « j'ai pas les reins assez solides pour prendre en charge une mobilisation, une action. » Pas besoin, peut-être. Sur les tables de concertation, on les voit aller, là, les mobilisations, les appels à des signatures, des appuis. Restons au fait que des fois, simplement amener la discussion avec nos membres puis notre conseil d'administration sur la lutte du droit au logement qui se passe
on est concerné, on est capable d'ajouter notre voix. Des fois, ça passe plus facilement via juste des actions de communication. Prendre position et le faire valoir. Ça contribue à la mobilisation sans nécessairement marcher dans la rue. Il faut s'enlever une certaine pression, je pense, à dire, bon, dans mon contexte, qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est ça. C'est bien. Pas, bref, c'est un peu le discours de bienveillance que je nous donne. C'est sûr que il faut se challenger nous-mêmes, il faut sortir des sentiers battus, mais des fois, juste être en soutien à ceux qui la portent, la lutte, plus en termes d'organisation, déjà là, ça peut faire toute la différence. Comme tu le disais tantôt, dans cette ère-là, un peu de consommation rapide de l'information, puis des actions, est-ce que tu dirais que la mobilisation sociale s'est transformée aussi? Je veux dire, on voit beaucoup, voyons, parce que j'ai des enfants qui ont oublié que j'enregistrais un podcast en même temps, puis ils me dérangent un peu, mais je les aime pareil. Invite ton lait, là. Oui, on va les inviter, puis ouais, ils participent, Seigneur. Ouais, non, c'est ça. Dans cette ère très de consommation, est-ce que tu dirais que les marches traditionnelles avec des pancartes, comme on voyait dans le temps, dans les rues, comme on voit encore, est-ce que c'est passé date ou on doit changer un petit peu vers des mobilisations un peu plus, je dirais, d'impact? C'est-à-dire où est-ce qu'il va y avoir une action un peu comme la manifestation monstre qu'il y a eu à Trois-Rivières l'année dernière, où il y a eu le défilement d'une banderole sur les lettres de Trois-Rivières face au fleuve. Il n'y a pas eu d'occupation de rue, il n'y a rien eu là-dessus, mais ça a été quand même médiatisé, ça a été popularisé ailleurs et il y a eu beaucoup de participation, dont nous, on était là, organisé par le ROEPAM pour les saluer. Est-ce que tu dirais que la mobilisation sociale se transforme vers ce type de mobilisation-là ou on est encore dans à nous la rue, à qui la rue, ainsi de suite? C'est tout ça. C'est la diversité des moyens de pression, cette fameuse, bon, c'est un autre cliché, là, cette fameuse diversité des tactiques, notre éventail, notre couteau suisse de moyens d'action qu'on a, c'est faire les bons choix, des bons moyens au bon moment, selon le contexte, la conjoncture. C'est là où ça fonctionne. Moi, je suis toujours un peu sceptique. C'est personnel de constamment glorifier un type d'action comme la manifestation ou l'occupation comme étant en soi, comment dire, un moyen meilleur que les autres. Ça dépend toujours du contexte, ça dépend de nos cibles, ça dépend de nos revendications, ça dépend de c'est quoi nos objectifs. Fait que ça amène à quelque chose d'intéressant à discuter avec nos membres, nos conseils d'administration ou entre nous, de se dire, bon, comment on fait pour choisir les bonnes actions pour parvenir à nos fins dans le cadre d'une mobilisation? Les manifestations, ça a autant un aspect, disons, pour quand elles sont grosses, pour démontrer la force du nombre, faire une pression pour dire attention, au même titre que ça a l'effet de la rencontre, de se craquer, de se galvaniser ensemble pour dire wow, de se donner le goût, vivre des émotions. Puis c'est pas à négliger, ça peut motiver les gens à poursuivre beaucoup plus que la manifestation en soi va nous permettre de faire pression sur les élus. Fait que, c'est de voir aussi les occupations, aller occuper des bureaux, là, ça dépend, des bureaux de patron au municipal. Il faut voir, il faut juger. Puis, moi, je suis toujours... tout dépend du contexte, puis, mais c'est sûr que,
j'ai envie de dire qu'il y a de plus en plus de pression à, à attirer l'attention des médias. Donc, des fois, on peut tomber dans le piège de se dire notre action a réussi si on est couvert par les médias. Comme si ça devenait une fin en soi. Donc là, on va choisir le type d'action qui va nous amener le plus d'attention médiatique. Puis ça peut être un piège, comme tu disais, là, dans cette consommation d'images. Puis là, on peut tomber dans le piège de se conformer ou de donner aux médias ce qu'ils veulent. Puis c'est pas toujours reluisant là, en termes de son. Certains médias sont là pourquoi? Du drame, le fameux human interest, des histoires de gens qui pleurent. OK, dans quelle mesure il faut se questionner à est-ce qu'on participe à au spectacle médiatique qui font de nous à travers la couverture de nos mobilisations? Qui utilise qui? Là? Bon, là, je suis parti un peu, mais c'est toutes des questions qu'il faut se poser quand on organise des actions, puis de ne pas s'enfermer dans un registre romantique. Là. Si on ne fait pas une manifestation, ça ne vaut pas la peine. Peut-être qu'on n'a pas besoin. Il faut se poser les bonnes questions. Puis c'est là où on est capable ensemble d'avoir des discussions de l'ordre de la stratégie. Puis ça, c'est cool d'animer ça avec nos membres. Souvent, c'est eux qui ont les réponses les plus évidentes, puis que nous, on est là à tout compliquer, puis ils sont là. Mais non, c'est peut-être plus simple qu'on pense, tu sais. Puis ne pas négliger aussi les représentations politiques qu'on peut faire, tu sais, en même temps qu'on est dans la rue, aller faire pression en vis-à-vis dans le cadre de rencontres pour justement dire, hey, le monde bouge, là. Là, on se parle, là, on a une rencontre, un ordre du jour avec monsieur, madame le député, mais c'est tout ça mis ensemble qui fait que ça marche. C'est pas juste un truc plus qu'un autre. Bref, c'est un peu vague, là, ce que je t'amène là, mais c'est plus d'avoir des réflexions. Parce que les gens voient souvent ce que uniquement les médias vont transmettre, c'est-à-dire une manifestation, des pancartes, des gens, mais ils ne voient pas le travail sous-jacent à ça, justement, derrière les rencontres avec les ministres, les rencontres, les lettres qui peuvent être envoyées, tout le travail, finalement, de terrain, de base. Ben oui. Et ça, les gens ne le voient pas. Ils voient, tout le travail. La rue était fermée, puis j'ai pas pu aller chercher mon café. C'est ça. Puis tu sais, ça invisibilise aussi tout le travail qui est fait dans les groupes communautaires. Comme tu me disais, là, tout le travail d'éducation populaire qui est fait la semaine avant, la veille, avec les participants, les participantes, les membres des groupes pour avoir des discussions. Hey, pourquoi? En fait, qu'est-ce qui vous choque? Quelle solution? Partir du vécu des gens, pas juste nous, les travailleurs et travailleuses, aller manifester pour les personnes. Non, c'est de le faire avec. Puis tout ce processus-là de faire avec, ça prend du temps, mais c'est excessivement riche. Puis on ne peut pas mesurer sa pertinence avec juste, on a-tu une couverture médiatique? Non, ça peut transformer des vies, ça peut initier des personnes qui avant ne s'étaient pas impliquées ou autre chose. Donc, tout ce travail d'éducation populaire-là, un, il n'est pas à négliger. Deux, le processus, comme on dit souvent, est encore plus important que le résultat, puis on ne le voit pas. Ça, c'est dans le travail invisible que les groupes communautaires font, de faire des mobilisations avec les gens concernés par les enjeux, pas le faire à leur place. Ça, c'est toute la force de notre beau mouvement d'ACA qu'on gagnerait à se réapproprier. Parce qu'on sait que les pratiques d'éducation populaire, gagnent à être revisitées constamment. On gagne à se former. Quand on sort des bancs d'école, personne ne nous a appris ça. Là. C'est un savoir qui est pratiquement expérientiel. Donc, c'est là où les groupes communautaires deviennent des petites écoles où il y a des façons alternatives de faire des mobilisations ou d'autres types de travail là, dans nos communautés.
Ben, justement, une des choses qui revient souvent dans le terrain de la chose, c'est ben, la mobilisation ou les manifestations, ça donne rien. C'est juste brasser des chaudrons, c'est juste faire du bruit pour rien. Ça donne rien en 2021. Tu leur répondrais quoi à ces gens-là pour faire un peu d'éducation populaire, justement? Ah bonne question. Il y a peut-être 3 niveaux. C'est pas vrai que ça donne rien. Il y a plein d'exemples qui nous prouvent que ça fonctionne. Meilleurs exemples quand on prend là, une perspective plus longue, là, toutes les luttes féministes, je veux dire pour les politiques d'égalité salariale, toutes les luttes qui ont amené au droit à l'avortement, puis tout ça, je veux dire, c'est des changements majeurs dans la vie des gens, puis sans les mobilisations, on les aura jamais eu. On les aurait jamais eu. Des trucs un peu plus simples, comme sans les mobilisations des maisons de jeunes, le Code civil n'aurait pas été changé pour que des mineurs puissent siéger sur des conseils d'administration. Bon, ben, c'est ça, c'est pas rien. Sans les groupes d'union des consommateurs, il n'y aurait pas eu les petites clauses pour mettre fin à un contrat de cellulaire en cas où tu n'as pas les moyens de payer ta facture. C'est une protection qui est quand même importante. Bref, ça peut être des micro-enjeux, mais c'est pas vrai que ça donne rien, un. Deux, peut-être qu'on ne le verra pas de notre vivant, ce que ça donne. Ça peut être sur le temps long. Donc, on ne peut pas juger du résultat d'une action au lendemain de celle-ci. Puis l'autre élément, c'est de dire, des fois, puis ça a été le cas durant toutes les années d'austérité du précédent gouvernement où on était, puis c'est un peu, si on va un petit peu plus loin, là, puis en globalité, là, beaucoup de mouvements sociaux depuis peut-être 50 ans, on n'a pas réussi à aller chercher grand-chose, mais on a résisté à ce que ce soit pas pire. Oui. Quand on parle souvent du néolibéralisme puis des attaques frontales à nos services publics, les programmes sociaux, on était en défense de nos acquis. On a résisté pour qu'ils ne soient pas démantelés. Peut-être qu'on n'a pas réussi à aller chercher plus, mais si on n'avait pas été là, qu'est-ce qu'on aurait perdu? Puis ça, ben, on le saura un peu jamais. On sait juste qu'il a fallu le faire pour se rendre où on est là aujourd'hui. Fait que si je vais plus loin, là, puis je suis moins poli, je dirais que c'est un peu prétentieux de se dire ça donne rien. Qu'est-ce qu'on en sait? Si on ne l'avait pas fait, on ne sait pas, on en serait où? Ça serait peut-être pire. Juste pour cette hypothèse-là, moi, ça me dit que ça vaut la peine. C'est un peu comme les irréductibles gaulois, finalement, qui résistent encore et toujours à l'envahisseur. Où est-ce qu'on vient protéger des acquis? Dans le fond, on n'a pas reculé. C'est un peu ce que j'en comprends. Ben, c'est ce que j'aime me dire pour. c'est ce que j'aime partager comme perspective pour pas lâcher le morceau. Donc, sûrement qu'on pourrait avoir des débats là-dessus, mais c'est ce qui permet de continuer, tu sais. Un moyen qu'on voit apparaître, ben, en tout cas, qu'on voit apparaître, peut-être pas, mais qu'on voit, ben, que moi j'ai constaté, c'est la désobéissance civile, l'appel à la désobéissance civile. Ça peut être encore utilisé comme mobilisation sociale? On l'a vu à tort ou à raison chez ceux qui étaient contre le masque ou ceux contre la vaccination. Un appel à la désobéissance civile. Est-ce que ça peut être bon aussi? Parce que je ne sais pas. Je lance la question à brûle, puis je la lance. Complètement. Je veux dire, tu sais, quand on parlait de notre couteau suisse, de tous les différents types d'actions qu'on peut qu'on peut choisir dans le cadre d'une mobilisation, ça en fait partie d'une.
C'était quoi là, le fameux slogan là, en 2012? C'était quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir. Là, la fameuse grande marche contre la loi spéciale où on était des centaines et des centaines dans la rue à défier un règlement municipal qui rendait illégale la lutte, en fait la manifestation. Il fallait le faire. Les groupes écologistes sont quand même passés à s'émettre dans l'art de la désobéissance civile. Non, c'est si on regarde, non, il faut se réapproprier ce registre-là, surtout dans un contexte où on observe que les luttes sociales, ou du moins la contestation est de plus en plus criminalisée ou ce qu'ils disent judiciarisée à travers des règlements municipaux liberticides qui minent nos droits et libertés. Ça se ramasse souvent, tu sais, les fameuses souricières, ça se ramasse souvent devant les tribunaux. Il y a vraiment une tendance à la criminalisation de la dissidence là, depuis plusieurs dizaines d'années, pas mal à travers le monde. Là. Donc, ce glissement-là de nos droits politiques puis de liberté d'expression vers la criminalité ou des aspects juridiques, tant qu'à moi, ça fait juste rendre encore plus pertinent ou du moins nécessaire le fait de désobéir. Est-ce que ça peut faire peur? Puis, on imagine les grosses manifestations où est-ce qu'il y a eu peut-être un petit peu de branle-bas de combat où la police a dû intervenir et intervenir violemment. Est-ce que ça peut justement faire peur, décourager certains militants ou au contraire, on n'encourage quand même pas la violence, on n'encourage pas la casse, mais des fois, on l'a vu en France, on l'a vu au Québec aussi, ça arrive. Shit happen, ça arrive. Ben oui. Est-ce qu'on doit en avoir peur? Est-ce qu'au contraire, on doit prendre notre courage à deux mains puis foncer plutôt? Ben, bonne question. Je pense qu'il y a deux niveaux. Tu sais, la première, c'est qu'il faut faire attention à associer désobéissance civile à les fameux casseurs, en guillemets. C'est beaucoup plus riche et profond que ça, sans enlever rien à l'un ni l'autre. Là, je ne vais pas prendre position, mais tu sais, désobéissance civile n'égale pas saccager le saccage. Donc, il faut démystifier ce qu'on entend par désobéissance civile dans un premier temps. Ça dessert peut-être un peu la cause quand il y a de la casse. Ah ben ça, c'est un débat en soi que, vu l'acronyme associé à mon nom, pour lequel je parle aujourd'hui, je préférerais pas trop aller. Il y a un paquet de nuances à apporter à ça. On pourra en reparler dans le cadre d'un autre moment. Mais l'autre aspect qui est pas négligeable, en fait, c'est la désobéissance civile peut comporter des risques d'arrestation, des risques judiciaires, de poursuites civiles ou autres. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Là. C'est dans, disons, le registre d'action qui peut avoir des conséquences. Là. Pas juste un coup de matraque. Là. Tu peux avoir des casiers judiciaires, dépendamment. Là, bon, ça relève de tout et n'importe quoi, mais il y a une part de risque à la désobéissance civile. Bien souvent, il faut accepter de peut-être se faire arrêter pour des enjeux moraux, pour des prises de position. Donc, ça, c'est faire le choix de la désobéissance civile. Il ne faut pas le faire de façon... comment dire, c'est un choix assez sérieux. Il faut bien y réfléchir. Puis, ils se donnent des belles formations, puis des belles initiations par rapport à ça pour dire, bon, c'est quoi? Faire le choix. Qu'est-ce que ça implique? Donc, mais je pense qu'on gagnerait à se réapproprier ces moyens-là. Pourquoi pas? En effet. Et c'est là où, je ne savais pas qu'il y avait des formations, mais c'est intéressant justement peut-être d'informer les gens, de les éduquer par rapport à, oui, il y a des risques, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? En tout cas, il me semble que c'est ça l'expression. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que je suis prêt à prendre ces risques-là pour les causes que je défends? Est-ce que jusqu'où va mon intégrité? Ah ben ça, c'est
la question est là, puis je pense que toutes les réponses peuvent être valables. Sans trop individualiser la patente, c'est un choix pratiquement personnel. Mais ça peut être plus loin que ça. Tous les campements pour protéger les forêts, puis défier des projets d'exploitation pétrolier ou forestier et autres, ça en est de la désobéissance civile. Puis dans un contexte de crise climatique où le droit à la vie est compromis, je veux dire, on a des enfants, là, j'ai cru comprendre que tu avais des enfants. Je veux dire, est-ce qu'on va laisser des permis d'exploitation qui vont enrichir des personnes déjà bien riches, saccager nos cours d'eau, nos forêts, la biodiversité? Donc, c'est des questions qui sont entières. Mais j'ai l'impression que dans un contexte de crise climatique, puis où c'est ça, là, pas juste notre qualité d'existence, mais la vie avec un grand V est compromise, ça me donne le goût, moi, là. Moi aussi, c'est pour ça que souvent, le Mas des Chenaux, même si on est en défense de droits, des droits vraiment assez spécifiques au niveau de l'emploi, au niveau de l'aide sociale, mais on a participé à des marches pour le climat parce que ça a des liens, inévitablement, au niveau de la vie, des droits, mais au sens large. Mais j'ai vu des collègues, sans les nommer, qui m'ont dit, moi, je n'irai pas marcher là. Ça n'a pas rapport avec ma clientèle. Moi, ma clientèle, c'est ci, c'est mi. Justement, il n'y a pas une sorte d'égocentrisme ou d'individualisme qui nuit aux causes sociales. Puis comment qu'on va les chercher, ces gens-là qui sont très nombrilistes à la rigueur, de dire, moi, ça ne me touche pas. L'environnement, moi, ça me touche. Je m'excuse, ça te touche un peu, là. Je respire la même air, est-ce que je sache? Mais C'est pas simple, hein? comment justement qu'on va les chercher, ces gens-là? Puis si tu as la réponse, je vais t'envoyer un chèque. Parce que... j'ai pas la réponse toute faite. C'est pas simple. Les changements climatiques chez plusieurs et moi-même, donc je me considère excessivement privilégié dans mes conditions de vie, l'endroit où j'habite. Les impacts des changements climatiques sont relativement abstraits dans le sens où, en ce moment, ma qualité de vie n'en est pas directement affectée par justement les dérèglements climatiques et autres. Fait que, je peux comprendre que certaines personnes semblent pas accorder peut-être autant d'importance à ces enjeux-là parce qu'ils ne vivent pas quotidiennement. Il faut que notre confort soit ébranlé. Il faut qu'on tombe dans une situation de crise pour voir des fois qu'on se réveille. Est-ce qu'on va attendre? Non. Pour le reste, la question, en fait, la réponse toute faite et facile, c'est l'éducation populaire, de la sensibilisation, il faut en parler. Il faut continuer de transmettre l'information, puis surtout avoir des discussions entre groupes qui ont en apparence peut-être des missions différentes, défense des droits, services alternatifs, en santé, services sociaux ou autres, pour se dire non, il y a clairement des liens, là. Je veux dire, un des enjeux ultimes de la transition écologique et énergétique, c'est la transformation du monde du travail, de nos modes de production, des jobs qui vont être appelés à changer. Puis cette transition-là, elle sera pas douce, là. Il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi ou il va y avoir des besoins de requalification qui vont être énormes. Comment on se prépare à ça? C'est directement en lien avec les droits, la défense des droits des travailleuses et des travailleurs, avoir des mesures, disons, d'assurance emploi beaucoup plus décentes pour faire face à ces défis-là qui nous pendent au bout du nez et qui sont une question de temps. Je veux dire, les liens peuvent très bien se faire, là, pourvu qu'on s'arrête,
qu'on s'assoie, qu'on s'ouvre aux autres puis qu'on en parle. Puis ça, je pense, encore une fois, c'est une des belles forces du milieu communautaire d'être capable de se remettre en question, faire des liens. Puis ça, on gagne à le faire plus que jamais, là. Tisser des liens entre les différentes luttes, tisser des liens entre nos différentes missions. La Ligue des droits et libertés met souvent cette notion-là qui peut paraître abstraite puis difficile à comprendre, mais l'interdépendance des droits. Ah, c'est beau, ça. Avoir des loyers abordables, ça permet, entre autres choses, là, un paquet de choses, mais à des personnes victimes de violences dans leur foyer de pouvoir partir de chez eux sans se retrouver à la rue parce que les loyers ne sont pas abordables. La crise du logement a une incidence directe sur l'itinérance, la violence conjugale, briser les... Bref, la lutte antiraciste est liée à l'accès au milieu du travail. Donc, tout ça, puis c'est pas étirer l'élastique de faire ces liens-là, bien au contraire, c'est juste le monde est complexe, tout est lié, puis crime, il faut en prendre acte pour mieux travailler ensemble. Puis comme tu disais, les mobilisations, ça porte quand on est solidaire, quand on arrive à mailler les différents liens, même si ce n'est pas dans ma mission directe. Moi, je fais de l'hébergement communautaire. Puis le groupe sur ma table de concertation est en santé mentale. Bon, c'est fortement okay, mon exemple est assez évident, mais il n'est pas très bon. Mais bref, tout ça pour dire que pourvu qu'on prenne le temps d'y réfléchir, c'est pas compliqué de faire les liens. Là, puis il y a un paquet d'outils qu'on gagne à simplifier puis à vulgariser. On parle d'intersectionnalité. Qu'est-ce que ça veut dire? L'entrecroisement des oppressions qui multiplient les discriminations. Il faut en parler. Là, puis je pense que c'est des beaux dialogues qu'il faut avoir, puis qu'il y a actuellement dans le milieu, mais qu'on gagne à avoir davantage là, pour plus de solidarité, en fait. Là. Puis on va peut-être même se laisser sur ce dernier volet-là, mais quand je pense à ma mission ou à, disons, ma clientèle, on parle d'aide sociale. Et c'est souvent le dernier bastion de la société, et au sens où c'est les plus démunis, c'est les plus poqués de notre société qui se ramassent sur l'aide sociale souvent. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des pas poqués qui se ramassent aussi sur l'aide sociale, c'est pas ça que je dis, mais l'aide sociale n'a pas la cote, mettons. Il n'est pas populaire parce qu'on se dit c'est là souvent, il y a des préjugés qui vont avec, ben, c'est leur faute, ils ont juste à aller travailler, ils n'ont rien qu'à se bouger le cul. On en entend de toutes les sortes. Mais comment qu'on rend justement à être solidaire à cette cause-là de l'aide sociale, à un sujet aussi. Parce que c'est facile d'être solidaire, exemple, pour les personnes vivant avec un handicap. Je sais, j'y travaille aussi. Je fais une campagne de financement. Il y a plein de monde qui vont participer, il y a plein de monde qui vont donner, il y a plein de monde qui vont se mobiliser pour ces gens-là parce qu'ils font donc pitié, entre guillemets. Mais sur l'aide sociale, ben, qui mange la chenoute, je donne déjà une partie de ma paye. Alors que c'est souvent, justement, comme j'expliquais, souvent les gens les plus hypothéqués de la vie en général, de notre société qui est malade, souvent, qui se ramassent là-dessus. Comment je vends une mobilisation là-dessus? Puis encore là, si tu as une vraie grosse réponse claire qui m'illumine, je t'envoie un chèque. C'est piégé, là. C'est une question piégée. Difficile de se laisser là-dessus, hein? Parce que tu nommes tous les préjugés en lien avec la pauvreté. Puis, c'est pas simple, là. Il y a eu un paquet de campagnes, comme toute la dernière réforme à l'aide sociale qu'il y a eu avec tout le programme Objectif Emploi, hein, qui visait à ramener des pénalités puis des obligations aux personnes. C'était
effroyable, tous les préjugés qui ne sont pas validés par aucun travailleur ou travailleuse terrain qui est en lien avec ces personnes-là, ou aucune recherche, là, qui c'est vraiment des préjugés grossiers qui ont été eux-mêmes mis de l'avant par des politiciens pour justifier un programme injuste. C'est pas simple, là, c'est toute la... Tu sais, il faut prendre peut-être un mauvais terme, là, mais c'est tout un travail profond pour décoloniser nos esprits à ces fameuses visions où les problèmes sociaux ou les problèmes individuels, la pauvreté, c'est des mauvais choix. Mm-hmm. C'est une personne qui en est responsable, alors qu'on sait tous on est tous collectivement responsables. Il y a un paquet de facteurs beaucoup plus compliqués que des mauvais choix qui amènent quelqu'un là. Mm-hmm. Donc, comme tu vois, je tourne un peu autour de ta question parce que c'est pas simple du tout. Ces préjugés-là sont excessivement tenaces. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, ce n'est que indignation sur couche d'indignation. Le faible montant des prestations à l'aide sociale qui, si on compare avec quand même l'augmentation des prestations pour les personnes sur la solidarité sociale, les fameuses contraintes sévères à l'emploi, là, comment ça... facile à obtenir non plus. Ben c'est ça. Puis comment les hausses qu'il y a eu visaient à graduellement atteindre le seuil de faible revenu, si je ne m'abuse. Alors que pour ceux qui ont une contrainte temporaire à l'emploi, on les maintient volontairement dans la pauvreté. Je veux dire, le programme lui-même est basé sur une vision, et guillemets, très forte, des bons pauvres et des mauvais pauvres. Donc, quand même, quand cette vision-là complètement absurde qui entretient les préjugés et dans le programme qui est censé venir en aide aux personnes eux-mêmes, hey, là, c'est un foutoir. Là. Quand on parle de préjugés systémiques là, qui sont dans les programmes et les façons de faire de l'État, ça en est un... on parle beaucoup de racisme systémique, mais dans ce cas-là, on a un programme qui est censé venir en aide aux gens et qui reproduit les préjugés sur lesquels s'appuie le fait que le programme marche pas. Donc, ça n'a pas de sens. Là. Donc, excuse-moi, là, je suis en train de péter une coche, là, mais c'est pas simple. Puis ça prendrait juste une réforme, tu sais, je veux dire. Puis il y a un paquet de discussions qui peuvent être intéressantes à avoir, là, tu sais, en lien avec justement la fameuse PCU qui a eu les revenus minimums garantis. Je dis pas que j'en suis un ardent défenseur, mais c'est des initiatives ou des idées qui nous permettent de remettre en question le programme désuet d'aide aux personnes et aux familles qui maintient, renforcer les préjugés, maintient les gens dans la pauvreté. Tu sais. Puis ça fait juste témoigner d'un manque de vision où il faut que ce soit global. Tu sais. Ça te prend des moyens pour mettre fin à la crise du logement, ça te prend des logements sociaux, ça te prend un accès à l'éducation qui a de l'allure, qui est gratuit. Ça prend tout ça pour qu'ensuite ton programme d'aide sociale ou de revenu de base fonctionne. Mais là, c'est ça. C'est encore une fois, c'est des visions en silo, problème de revenus, OK, sans regarder tout le reste. T'sais. Puis ça, je trouve que c'est une des forces du communautaire, cette fameuse lecture globale systémique. On est capable, avec les gens avec qui on travaille, de prendre le temps à travers des ateliers d'éducation populaire et autres, de prendre un pas de recul pour dire, wow, c'est pas aussi simple que de la façon dont ils nous le présentent. C'est connecté, donc ça permet d'avoir cette approche globale-là, on la défend bien, puis ça peut juste amener du positif là, pour avoir une société plus juste et équitable et inclusive. Là. Fait que, ben, le chèque s'en vient quand même, mais ultimement, il y a
ça va prendre des changements sociaux profonds avant de pouvoir rendre justement ces thématiques-là un peu plus socialement sexy. Parce que justement, le gouvernement, comme tu le dis si bien, il y a la discrimination, puis il y a des préjugés systémiques qui viennent renforcer les croyances de la population en général dans des préjugés absurdes. Donc, notre travail devient excessivement complexe mais c'est un pas à la fois. Et c'est par la mobilisation sociale, je pense qu'on peut y arriver aussi. Tu vois le lien que j'essayais de me tricoter tranquillement pas vite. Ben oui. Ben oui, complètement. En fait, la mobilisation sociale, c'est un des seuls outils qu'on a comme citoyen, à part le vote peut-être, de faire une différence. Est-ce que je me trompe? Ben oui, non. En fait, oui. Je voulais pas dire oui, tu te trompes, là. Mais tu sais, c'est complètement, là, je veux dire, tu as bien tracé le grand trait. Je veux dire, une société qui se veut démocratique à travers ses élus, ses représentations. C'est drôle, j'ai oublié l'auteur, mais qui disait l'intelligence d'un peuple se rapetisse à travers ses représentants. Donc, plus on délègue le pouvoir à d'autres de penser à notre place ou de régler les enjeux à notre place, plus on perd du pouvoir, puis plus on rapetisse, puis on met entre quelques mains des choses qui devraient concerner tout le monde. Donc, oui, sans les mobilisations populaires et sociales, on a une démocratie de façade. On a juste une élite élue qui prend les décisions à notre place et nous impose une vision qui est ancrée dans le statu quo, qui vise à simplement reproduire le système. Bon, je simplifie, là, mais ça prend des contre-pouvoirs pour balancer tout ça. On ne peut pas se fier juste au vote puis aux élections. Avons-nous à ce point confiance en tous les élus pour rester les bras croisés puis faire autre chose? On aimerait mieux pas avoir à le faire puis que tout aille bien, mais c'est pas aussi simple. C'est ça, une démocratie vivante doit avoir des contre-pouvoirs. On se doit de désobéir parfois. On se doit de faire du bruit. C'est un travail constant. Donc, oui, je vais dans le même sens. On rappelle qu'il y a une mobilisation justement lundi prochain. Il y a la marche. Je vous invite encore à aller à participer, mais aussi à suivre les actualités, suivre même je dirais les publications que les organismes peuvent faire autour de vous. Restez vigilants, restez allumés, gardez-vous au courant parce que justement, comme on a dit, tout est lié, tout est interrelié. Merci beaucoup d'avoir été là, Tristan, avec nous. Ça a été super intéressant. J'espère que ça va nous avoir justement fait allumer quelques-uns sur l'importance de la mobilisation sociale puis à quel point notre travail en défense de droits et en mobilisation est important. Est important pour la société, mais est important aussi pour les droits individuels, inévitablement. Et que ça touche tout le monde. Jeunes, vieux, femmes, hommes et autres. Ça nous touche tous. Simplement. Merci pour l'invitation. Continuons la discussion. On n'avait pas la prétention d'amener un savoir tout fait. Il faut aller à la rencontre des autres, continuer à discuter, à débattre. Merci pour l'invitation. Vraiment très apprécié. Au plaisir de se reparler. À tout bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine, 20h30 à Ça décoiffe en masse. Bye bye. Ça décoiffe en masse, tous les jeudis 20h30 sur la page Facebook du Mas des Chenaux et sur la page YouTube de Maître Miniwi. Abonne-toi, parce que tu
veux pas manquer ça.